Merci, merci, merci Cyril, merci à tout le monde. En fait, je peux parler avec la musique, c'est ça qui est bien. Ah, j'ai pas le droit de dépasser le truc vert, ça c'est hyper dangereux. Bon, je vous laisse apprécier la vidéo. Vous êtes venus nombreux, c'est gentil. Là, je prends mes points de repère. Il paraît que j'ai 40 minutes. Vous êtes tous spécialisés en lecture rapide? C'est bien parce qu'au moins, il y a du retour, quoi. Est-ce que vous êtes tous spécialisés en... Oui! Très bien. Vous avez tous entendu parler de mon mariage le 11 septembre? Un drame. Je suis né le 1er avril également. Ce qui est relatif... Non, ça, c'est exactement vrai. L'avantage, c'est que je connais la date de ma mort. Ce sera vraisemblablement un 14 juillet. Elle vous plaît la musique ou pas? Bon, bah ça dure 40 minutes. En fait, vous avez une zapette, mais le problème d'une zapette, voyez-vous, c'est quand la zapette marche, c'est assez chouette. On peut balancer ou je peux avoir la zapette. Là, vous voyez, j'aimerais bien vous faire plaisir et pouvoir changer de slide. Le problème, si la régie m'entend, mais la régie m'entend forcément. Ah, c'est normalement, là, on peut balancer, ouais. Hop, alors là, il faut que je revienne. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Hop. Merci la régie, vous êtes super. Je reviens là. C'est là où je vous demande de la lecture rapide. Ça, on n'en a rien à taper comme le batteur de Led Zeppelin, donc on va y aller très vite, puisque tout ça, comment dire, on va dérouler tout ça. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Ça, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Entre État, entreprise, État, GAFAM, politique et données personnelles des citoyens, la guerre des données est engagée. Voilà, comment dire, tout ce qu'on va traiter en 40 minutes. Alors, pourquoi je voulais vous parler de Jack? Jack Kelly. Jack Kelly, voyez-vous, le 11 septembre, comment dire, hors le drame de mon mariage, qui n'est pas un drame, il y a eu un véritable drame, si vous vous souvenez bien, un certain 11 septembre. Monsieur Jack Kelly, j'aime pas dire du mal des gens, c'est pas le genre de la maison de dénoncer, mais Jack Kelly aura eu un impact et va avoir un impact sur notre vie et sur nos données personnelles et sur la surveillance de masse que vous n'imaginez même pas. En mai, vous avez Monsieur Jack Kelly qui écrit un article sur les terroristes. Les terroristes utiliseraient la cryptographie, c'est moche la cryptographie, c'est-à-dire ils utiliseraient des messages cryptés, et ils utiliseraient également la stéganographie, c'est-à-dire ils utiliseraient en fait des messages en utilisant, donc cryptés ou non cryptés, insérés dans d'autres supports. 11 septembre, les drames qu'on connaît, là les véritables drames qu'on connaît. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, Monsieur Jack Kelly, d'un seul coup, tout ressort. Et vous avez les gouvernances, je parle de la gouvernance américaine, qui s'empare de l'article de Jack Kelly pour, à ce moment-là, initier notamment le Patriot Act, avec toutes les dérives qu'on va connaître par la suite au niveau de la NSA et de la surveillance de masse qui va être mise en place. C'est-à-dire qu'il s'empare de l'article de Jack Kelly, explique que nous sommes à la merci de terroristes ultra high-tech, parce que dans ces messages, il y aurait, voyez-vous, des plans d'attentats, de futurs attentats, etc. Même en France, on compare souvent d'ailleurs le Patriot Act, puisque le Patriot Act est mis en place, les outils de la surveillance de la NSA sont mis en place, et il commence à y avoir même une réflexion française en termes de mise en place d'outils de surveillance. On parlera plus tard de la loi renseignement. Donc tout ça est mis en place. Et puis il y a deux chercheurs du Michigan qui disent quand même, c'est chelou cette affaire. Donc ils se penchent sur le sujet et ils vont analyser à peu près 2 millions, soi-disant, puisque c'était dans des photos, dans des forums, etc. Non. Eh bien ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent strictement rien. Mais Jack Kelly
il avait un super informateur. Je vous rappelle quand même que le buzz de Jack Kelly, il fait le tour du monde et que toutes les gouvernances s'en emparent. Rappelez-vous du biopouvoir. Le biopouvoir, c'est Michel Foucault parlait du biopouvoir comme la volonté de contrôle et de normalisation des individus que nous sommes. Simplement, Internet, il modifie le biopouvoir. Le biopouvoir, il devient en difficulté face à Internet. Donc derrière la surveillance des individus au niveau d'Internet devient une façon de conserver un biopouvoir à l'identique sur Internet. Derrière M. Jack Kelly, donc, finit par avouer, parce que les chercheurs du Michigan ne trouvent rien, il avait un super informateur. À votre avis, qui peut me donner le nom d'un super informateur, le mec le plus haut placé de cette planète, de cet univers? Allez, un nom, n'importe quoi, vous n'avez pas de micro, vous n'avez qu'à hurler. Dieu, bien joué, c'était Dieu. Il était trop con, et c'est ce qu'il a dit, qu'il était trop con pour trouver des sujets lui-même. Donc de fait, c'était lui qui lui suggérait des sujets. Elle n'est pas belle la vie? Derrière, en attendant, la surveillance de masse était mise en place. Voilà comment dire l'histoire de Jack Kelly. Derrière, quand je dis de la raison d'État à la déraison d'État, derrière, vous avez la NSA. Pourquoi tout le monde s'est tu au niveau européen et beaucoup de grandes puissances? Pour la bonne et simple raison, c'est que tout le monde était mouillé au niveau des outils qu'utilisait la NSA, dont Prism, etc. Au niveau du renseignement, vous aviez énormément de gouvernance qui était impliquée. C'est pour ça que la réaction a été relativement molle. Et là où je parle de guerre des données, j'aime bien m'asseoir, je suis comme vous, c'est que d'un seul coup, si vous voulez, vous avez l'effet Snowden, ce que j'appelle l'effet Snowden, et c'est, je vous dis, un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une bombe à fragmentation. Vous n'imaginez pas tout ce qui a impacté au niveau de la découverte, quand Snowden fait ses révélations, toutes les implications et tous les impacts, tant au niveau entreprise qu'au niveau personnel, qu'au niveau politique, au niveau... rappelez-vous que le droit à la vie privée numérique est un droit fondamental humain. Quand je travaille pour l'UNODC, par exemple, il y a quelqu'un qui dit « les préjugés sont la raison des sots ». Il disait, c'est Voltaire, je crois, c'est un type qui était comme ça, qui était Voltaire. Quand je suis arrivé aux Nations Unies, et sur la partie cybercrime, etc., j'étais pas sot, j'étais stupide. C'est que derrière, j'avais des préjugés, je me suis dit, c'est des branleurs, ils font rien, ils travaillent pas, la vie privée, ils en ont rien à taper, pas du tout. Il considère que tous les pays qui altèrent aujourd'hui le droit à la vie privée numérique est une problématique fondamentale. Et en France, avec la loi renseignement et cet enfoiré d'algorithme, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, l'algorithme qui nous surveille, on va en parler, il est absolument scandaleux, et il altère, là encore, il a beaucoup d'impact. Tout ça, ça fait partie de cette fameuse bombe à fragmentation. Hop, ah. En fait, je ne sais pas bien me servir du truc. Ça, c'est un peu ennuyeux pour tout le monde. Vous avez aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'usagers qui ont disparu des écrans radars. Ça veut dire qu'après ces révélations sur la NSA, etc., vous avez eu une défiance des utilisateurs. Qui utilise aujourd'hui Tor dans la salle? Ok, ça fait quand même un certain nombre de personnes qui utilisent Tor. Qui va utiliser DuckDuckGo, par exemple? Ok. Qui va utiliser XQuick? Ok. Donc on a un certain nombre de personnes qui, je vous dis, pour des raisons diverses et variées, on va les voir, ont altéré, ont changé leur comportement. Les outils de soustraction au traçage, on va les revoir, se démocratisent. Aujourd'hui, utiliser Tor n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Tails, c'est un peu plus compliqué. DuckDuckGo, bon, là, c'est très simple. Et quand j'appelle le droit à la résistance de Locke, alors Locke, c'est un ancien, on ne va pas revenir à la résistance lockienne, mais Locke, il parlait de la notion de trust. Le trust aux États-Unis, c'est simplement le contrat, ce n'est pas la confiance, c'est le contrat entre des citoyens et entre un État et une gouvernance. Avec l'histoire de la NSA, le trust, il est rompu. Il n'y a plus de trust. Un milliard de personnes qui disparaissent, et ça a encore augmenté, je vous garantis que ça pose de gros problèmes. On va voir les différents problèmes que ça peut poser.
Industrie américanité, ça c'est faudrait que je remette à jour un petit peu les chiffres. Voilà ce qui était prévu déjà, les conséquences, l'impact économique. Alors on a bien anticipé les trucs avec la loi renseignement et l'algorithme qui est absolument scandaleux qui tourne actuellement. Vous savez que vos usages, on surveille un petit peu si vous êtes un bon citoyen, un mauvais citoyen, un bon usager, d'un mauvais usager. Bon, vous avez déjà visiblement, comme dit le proverbe malinqué, le sourd n'a pas entendu le tonnerre, il verra bien la pluie. Alors on va voter. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a entendu la pluie? Est-ce que vous pensez qu'en France, avec la loi sur le renseignement, on a entendu le tonnerre, on a entendu la pluie, on s'est dit on ne va pas faire les mêmes conneries? Non, mais c'est gentil parce que derrière, il y a un bon feedback, on se sent bien motivé, on se dit on va vraiment participer. Donc je repose la question, est-ce que vous pensez vraiment que derrière, on a entendu le truc? Merci, non, on n'a pas entendu le truc du tout. Nous, on fait la loi sur le renseignement. Alors, à propos d'Infox, parce que ça c'est amusant quand même, hein, Jack Kelly, parce que le projet de loi fake news, là, c'est le projet de loi Infox maintenant. Hein, on a un nouveau mot. Bon, lui, on va le bousiller aussi, hein, vous inquiétez pas, parce qu'il faut quand même arrêter les bêtises au bout d'un moment. Mais derrière, rappelez-vous on part d'une Infox de Jack Kelly. C'est-à-dire qu'on légitime la surveillance de masse et ce fameux algorithme dont je vous parlais. Mais derrière, là, si on parle d'un point de vue strictement financier, visiblement, ça ne nous a pas inquiété en France, nous, de procéder de la même façon. L'exemple de la France. Voilà, si vous voulez voir un grand homme, non, c'est pas moi, c'est lui. Lui, il s'appelle Jean-Marie Delarue. Jean-Marie Delarue, il a dans les 70 ans, c'était le responsable des interceptions en France. Quand je vous parlais des gens qui commencent à se cacher, comprenez bien au niveau des entreprises, et on en parlera au niveau de l'analytics, il y a de plus en plus de fake data, des fausses data, on en parlera. Ça pose des problèmes au niveau de l'analytics, puisque les gens altèrent leurs données. Vous allez prendre quelle décision au niveau de vos sites, à partir du moment où les données sont altérées, et de plus en plus altérées, et que c'est exponentiel. La loi Hadopi, en France, qui télécharge du MP3 gratuitement, qui regarde des films en streaming ou des vidéos gratuitement, qui dissimule méchamment son adresse IP pour ne pas être chopé. OK. Bon, vous, de toute façon, c'est quoi le nouveau ministre de l'Intérieur? Parce qu'on change beaucoup en ce moment. Ah si, nous, on a récupéré Gérard. Ça, c'est déjà bien. Enfin, je ne sais pas si c'est bien, enfin, on a récupéré Gérard. Hadopi avait initié, au niveau de toute une génération, une altération des adresses IP. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, il a refusé, ce grand homme, de prendre en charge la loi renseignement? Plusieurs raisons. Absence de budgétisation de la loi. On n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on fait une loi, on ne budgétise pas. Donc, en quantitatif, aucun quantitatif annoncé. Quand un type comme ça parle de la vie des autres, qui évoque la Stasi, et refuse de prendre l'autorité de la nouvelle instance qui va surveiller notamment Internet, il y a de quoi être, on va dire, inquiet. Par ailleurs, au niveau de ce fameux algorithme, il y a eu une absence absolue de contre-discours possible, aucune possibilité pour des experts de pouvoir s'exprimer. On a vendu l'algorithme, ah si, j'ai oublié, absence de juge judiciaire. C'est encore mieux, garant de nos libertés individuelles. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il y avait notamment, entre autres, l'absence de juge judiciaire. Par ailleurs, l'INRIA, ce ne sont quand même pas des comiques, l'INRIA. Eh bien, ils ont fait des études pour voir si un fameux algorithme pouvait détecter des signaux faibles. Ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est d'un seul coup, on va se dire « Oh, celui-là, il est chelou ». Effectivement, imaginez, je fais une thèse sur le djihadisme, au bout d'un moment, je deviens chelou. Est-ce que je vais faire ma thèse en garde à vue? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, bilan de l'opération, vous avez comment dire, tout ça a initié, la surveillance et cet algorithme, des gens qui se dissimulent de plus en plus, là, tout simplement pour préserver notamment un droit, le droit à la vie privée. Donc, là, je vous ai posé une question. Alors, on va essayer de voter de façon à savoir qui a bien suivi jusque-là. Qui matérialise la surveillance illégitime, démasquée et quasiment revendiquée par les États?
C'est-à-dire que derrière, imaginez, vous avez des gens qui vous surveillent, ok, mais qui sont les gens qui matérialisent le plus la surveillance? Imaginez, vous vous dites, on est surveillé, il y a un algorithme. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, on s'en moque. Derrière, moi j'avais des étudiants de Sciences Po, ils changent leur comportement. C'est-à-dire, l'autocensure est plus grave que la censure, à mon sens, dans une démocratie. Donc la question que je vous pose, c'est, à votre avis, est-ce que c'est oui, oui et potiron? Réponse A. Là, j'ai affaire à un public éclairé. Mais on va quand même vérifier. Dark Vador. Ah! Effectivement, Dark Vador, ça aurait été jouable. Ça aurait été, on pouvait se poser la question. Eh bien, le problème, il est là, et l'impact, d'un point de vue économique, il vient là. Ceux qui matérialisent cette surveillance de nos usages d'Internet, c'est naturellement les entreprises, avec la publicité contextualisée, avec toutes ces choses-là. Et donc, ceux, qui ramassent, qui prennent en définitive relativement cher, je ne comprends rien au décompte, en fait. C'est quoi ce décompte? C'est le temps qui me reste. Ah ouais, c'est chouette. Donc, quels nouveaux enjeux pour le digital marketing? Les nouveaux enjeux, avant de passer à ce slide-là, ils sont quand même relativement importants. Les entreprises se retrouvent finalement d'un seul coup comme un peu celles qui matérialisent le plus la surveillance de masse, celles qui nous tracent, et d'un seul coup, il y a une forme de prise de conscience d'un traçage. Mais derrière ceux qui font le plus de dégâts, c'est quand même, au niveau des entreprises. Désolé. Hop. L'impact macro. Le pays le plus data-friendly, c'est pour ça que je dis on passe d'une chose à l'autre, on passe de l'entreprise qui se trouve face à des problématiques et qui est un peu pointée comme le coupable de la surveillance, notamment au niveau des publicités. Vous avez aussi, quand on parle de data, qui parle d'écologie? Les data centers, alors on parle de réchauffement climatique, de attention aux ressources. Non, on fait des data centers partout. Il y a des gens qui ont commencé à trouver un intérêt à toute cette surveillance de masse et à l'écologie. Et je vous garantis, allez sur le site de Green Mountain en Norvège. Eux, ils ont commencé à se dire, tiens, ça peut être bankable. D'une part, on est data friendly. La Web Foundation de Tim Berners-Lee les classe comme les plus respectueux de la vie privée au niveau des données. Ça, c'est la première chose. D'autre part, Green Mountain est fait sur une base de l'OTAN qui est refroidie par les fjords. Bilan de l'opération, qui va ramasser le jackpot? C'est-à-dire le jackpot, c'est aujourd'hui le traitement des données en masse, en quantité. Les data centers se construisent. Il va falloir respecter d'une part l'écologie, d'une part la sécurité. Je parle de sécurité à la fois physique, mais sécurité aussi des données utilisateurs. Donc, facteur clé de succès, avantage concurrentiel. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir, par rapport aux enjeux économiques que peuvent représenter les data centers, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'il va y avoir une carte géo numérique qui va se dessiner? Alors, au niveau politique, alors là, ça me met vraiment en colère, parce que derrière, si vous voulez, j'ai chopé ce qu'on appelle un peu la gale du maçon. Qui connaît la gale du maçon? La gale du maçon, c'est quand vous ne pouvez pas manier du ciment sans faire une allergie. Moi, je fais un peu une gale de la technologie. Enfin, pas toutes les technologies. Mais au niveau politique, est-ce que vous saviez qu'au porte-à-porte, vous pouvez convertir un électeur sur 14? Qui le savait? Qui était au courant de ces chiffres-là? Qui est d'accord, par rapport à des chiffres pareils, qui est d'accord pour qu'on fasse des approches comme ça? À quel moment il y a débat? À quel moment les gens, quiconque, que ce soit les uns ou les autres, que ce soit LREM, que ce soit les Républicains, mais n'importe qui, ça m'indiffère, mais qui a le droit de connaître ma sensibilité politique, de savoir que naturellement, ils vont avoir beaucoup plus de possibilités de convertir des choix
en ciblant très précisément des utilisateurs au porte-à-porte. Est-ce que ça pose problème ou pas? Est-ce que ça pose un problème éthique ou pas? Est-ce que ça pose un problème démocratique ou pas? La réponse est oui. Qui a le droit de connaître, un, mon opinion politique, deux, ma religion? Il faudrait peut-être se souvenir de l'histoire de temps en temps. Aujourd'hui, rassurez-vous, enfin, je ne charge pas spécialement un parti politique, ils sont tous en train de se diriger vers ça. En termes de confidentialité des données, toujours pareil, quand je vous dis guerre des données, quand je vous parle de vie privée, ça pose quand même un problème. Donc voilà quelque chose, comment dire, qui est un peu, on va dire, discutable. Donc politique et données personnelles, des liaisons dangereuses. Voilà aujourd'hui pourquoi le phénomène, à mon sens, je ne détiens pas la vérité. Si je détenais la vérité, je la libérerais tout de suite, ça je vous le garantis. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les gens altèrent leurs données. Et pourquoi ça va être de plus en plus, ça va être exponentiel. Pourquoi ça va être de plus en plus compliqué pour l'analytics. Pourquoi les gens, donc, au niveau de la censure, vous avez des spécialistes, quand on veut contourner la censure, qu'est-ce qu'on fait? On change de pays. Il y en a d'autres, comment dire, qui utilise Netflix et est allé télécharger des séries là, à côté dans un autre pays? Levez la main. Donc je vois, donc je connais le prénom, je ne dénoncerai pas, non, levez la main doucement. Faites comme si vous faisiez coucou Yannick, est-ce que ça va? Donc ça peut être à des fins strictement, je veux me choper une série que j'arrive pas à choper sur mon territoire, hop, j'altère mes données utilisateurs. Vivre dans un pays où la liberté d'expression est contrainte et peut conduire directement à la censure et à la case prison ou pire. On peut avoir une petite pensée pour Raif Badawi. Vous connaissez Raif Badawi? Qui connaît Raif Badawi? Je repose la question. Qui connaît Raif Badawi? Je vais vous aider. Son épouse s'appelle Ensaf Haidar. Elle vit au Canada. Raif Badawi est le prix Sakharov 2015. Il est embastillé aujourd'hui dans les geôles d'Arabie Saoudite, condamné à 1000 coups de fouet, 10 ans de prison. Qui en parle? Ah, là, il y en a un qui s'est fait assassiner, là, d'un seul coup, ça remue un peu les consciences. Mais aujourd'hui, sachez qu'un prix Sakharov, le prix pour la liberté de l'esprit, est quand même donné par le Parlement européen. Voilà, c'était juste une... Donc, il aurait peut-être mieux fait de ne pas avoir un blog, sachant qu'il n'a jamais blasphémé, etc. Enfin, ce n'était pas l'objet. Mais enfin, bref. Vivre dans un pays où la liberté d'expression est contrainte, mais peut-être qu'il aurait mieux fait d'utiliser Amnesia. Amnesia, c'est un endroit où vous pouvez être assez tranquille, ou le Darknet. Là encore, les faux procès qui sont faits au Darknet, ça m'excède, mais profondément. Profondément. Et même au niveau de l'UNODC, ils sont profondément choqués par ce qu'on essaye de faire, parce qu'ils essayent de supprimer le Deep Web, le Darknet, etc. Je ne sais pas si vous savez, parce que la plupart du temps, quand j'entends parler du Darknet, les gens, les politiques, ne savent absolument pas de quoi ils parlent. La plupart des ressources, comment dire, on y accède par tort. Ensuite, on cherche une page qui s'appelle Hidden Wiki. Ensuite, on accède à un certain nombre de ressources. Et la plupart de ces ressources, c'est pour que les gens qui risquent leur vie quand ils s'expriment puissent s'exprimer. Il y a tous les outils traditionnels du web. En plus, c'est un outil formidable. D'accord, vous pouvez trouver de la cam. D'accord, vous pouvez trouver des choses délictueuses. C'est à la marge. Et derrière, ce sont des formidables honeypots pour la police. Les mecs, vous pouvez les faire tomber des réseaux grâce au Darknet. Donc c'est complètement aberrant les discours qui sont tenus à aujourd'hui. Toujours pareil, au renforcement pour moi du biopouvoir. Attention, c'est mon point de vue. Je détiens une nouvelle fois, je ne détiens pas la vérité. Troisième raison, vivre dans un pays où les lois sanctionnent certains usages du net. Donc là, toutes les fripouilles là, que j'ai vues, qu'on levait innocemment la main, sachant que c'est filmé. Et que derrière, comment il s'appelle le nouveau ministre de l'Intérieur? Castaldi, non, il fait autre chose. Castaner, ne me rappelez plus. Eh bien, il va tous vous choper. Donc, téléchargement de produits. Alors, faire une allergie chronique à la publicité intrusive. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement de plus en plus en cours, protégé par principe un droit fondamental à la vie privée numérique, que l'on estime violenté. Hacking. Alors, moi, ce que j'entends sur les hackers, mais je fais une overdose.
Alors, il y a les white hat hackers, les grey hat hackers et les black hat hackers. Vous avez des hackers qui ont une éthique. L'éthique hacker, elle existe. Les white hat hackers, ils ne sont pas là pour emmerder les entreprises. Ils sont là simplement pour prévenir, ce que j'appelle de prévenir les gens de l'obscurantisme technologique. Quand on vous vend de la technologie, il faut arrêter les conneries. Parfois, il y a des failles. Quand Snapchat, il y a une faille, le groupe qui dénonce la faille, il n'est pas là pour emmerder Snapchat. Il est là pour les prévenir que les utilisateurs, ils les mettent en péril et que les périls n'ont pas la visibilité de ce péril, point. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les white hats ou les black hats, eux, là, ils sont là pour le business. Eux, ils sont là pour faire de l'argent exclusivement. Ensuite, accéder à des ressources non mises à disposition sur son territoire par un prestataire. Donc là, c'était le fameux Netflix. Je peux boire un coup? C'est vrai? Vous êtes super sympa. On a encore pour 3 heures. On a le temps. Alors, deux approches qu'on peut avoir. Il y a 2 raisons pour lesquelles on peut altérer ces données. Ce qui, je vous le rappelle, pose des problèmes aux entreprises. C'est ennuyeux parce que les gens qui font de l'analytics, mais quand ils voient les trackers, mais ils ont quoi comme données? Alors certains vont pouvoir me dire ou m'opposer, si on est sur de la masse, du grand quantitatif, des sites qui font 1 million de visites jour, peut-être que c'est à la marge. Mais si on prend une entreprise raisonnable, avec un quantitatif de visites jour raisonnable, si 70% de ces données sont altérées, comment ils vont faire les bons choix? C'est-à-dire, ils sont en aveugle par rapport au choix. Donc ça, c'est un problème. Donc, vous avez l'infamouti qui donne accès au vilain deep web, et pire encore, l'affreux darknet. Vous avez Tor. Tails, c'est un système un peu plus élaboré. En fait, c'est système qui s'installe sur une clé USB, il n'y a pas de données, là vous êtes non traçable absolu, mais c'est plus technologique que Tor. Et même Tor, dans son utilisation, il faut être prudent, il y a certaines choses à faire pour ne pas être tracé. Enfin, ça, on parlait, vous avez parlé, je crois, dans le Web Blend Mix, vous avez parlé notamment des adblockers. Ça, c'est une réalité. Les plus publiphobes à aujourd'hui, qui a un adblocker dans la salle? Regarde. Alors, vous ne pouvez pas voir, moi, ce que je vois. Si j'étais un menteur, je dirais 100%. Bon. Comme je ne sais pas mentir et que ça se voit si je mens, je vais dire, il y a bien 30%, on est dans cette moyenne-là. 21% qui utilisent des adblockers. Bon, vous avez des structures qui veulent contourner. Adblock n'a pas toujours été très clean. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Adblock, quand même, de temps en temps, il y avait des passages VIP. Tu moyais tes finances et quand même tu pouvais balancer ta publicité. Ce qui est quand même un peu limite. Enfin, c'est chacun son éthique, chacun sa morale. Hein. Chacun son chemin. C'est rapport à une chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, enfin bref. L'Allemagne, 15%. Pologne, 14%. Russie, 13%. Alors, quand je vous dis les solutions logicielles, mettez Amnesia de côté. Là, je dis une bêtise au niveau d'Amnesia. Que ce soit, là où je ne dis pas de bêtises, c'est navigateur, DuckDuckGo, XQuick, Quant, SwissCars.ch. En solution logicielle, Adblock, Disconnect, Ghostery, OK. Quand je dis à découvrir Amnesia, Amnesia est plus proche d'un outil de type Darknet. C'est plus proche d'un outil où vous allez pouvoir publier de façon complètement anonyme un certain nombre de contenus, etc. Donc, mais par contre, tous les autres sont mais c'est contre la publicité intrusive, l'overdose de publicité. Alors, comment retrouver la confiance des usagers? On peut saluer John Perry Barlow. John Perry Barlow qui nous a quittés en fait cette année. Personne très très atypique, mais qui a inventé notamment, ou avec l'Electronic Frontier Foundation, ce qu'on appelle le Do Not Track, c'est-à-dire de reprendre le contrôle des données utilisateurs. Il a un peu forcé les choses dernièrement, enfin ils avaient, Electronic Frontier Foundation, un peu renforcé les choses, parce que vous avez des entreprises qui pouvaient prétendre utiliser le Do Not Track, où vous pouvez paramétrer votre navigateur et puis dire on ne veut pas être tracé, mais simplement l'entreprise qui vous prouve comment dire qu'elle va le faire. Là où l'Electronic Frontier Foundation avait un peu évolué dans sa demande, c'est qu'elle avait demandé à ce que les sites ayant prétention
à adhérer au Do Not Track intègre comment ça s'appelle? Je vais trouver. Pas une ligne de code, mais intègre un texte où ils reconnaissent adhérer au Do Not Track. De façon, et ce que souhaitait l'Electronic Frontier Foundation, c'est à ce qu'en s'engageant et en hébergeant une page qui est un peu contractuelle autour du fait de ne pas tracer les utilisateurs, ils puissent éventuellement, s'ils les prenaient en flagrant délit de complètement tricher avec ce qu'ils promettaient aux utilisateurs, engager des poursuites. Alors, Apple, par exemple, vous avez des entreprises qui ont réagi, des entreprises comme Apple, qui a décidé de limiter la possibilité de traçage par les cookies. Ensuite, il y a le RGPD. Que dire du RGPD? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais en dire pour en dire du bien? C'est là où ça se complique. Ça a bien emmerdé les petites entreprises. Ça les a bien emmerdés. Les startups, les jeunes chefs d'entreprise, les petites entreprises, elles se disaient « mais comment on va s'en sortir? Mais on va se faire détruire ». Au niveau de la façon dont le RGPD, donc la protection des données, ce qu'on infligeait, d'une part, ça n'a jamais été complètement à temps, c'était pas just in time, c'est-à-dire que derrière vous aviez une traduction en anglais, vous alliez sur l'endroit, alors il fallait être bilingue, ou alors de toute façon c'était démerdensisch. Vous avez d'autres organismes qui ont fait le nécessaire pour essayer d'expliquer. Et puis, il faut savoir une chose, à mon sens. Vous avez ce que j'appelle les entreprises-États. Entreprises-États, ça me fait rire, moi, tous les millions d'amendes qui se prennent. Mais ils n'en ont rien à secouer. Bah, excusez-moi du terme. Bon, ok, très bien. Ils se prennent des amendes. Les GAFAM, le RGPD, ça les fait doucement rigoler. Un, ils ont les moyens. Deux, ils peuvent mettre ça en place. 3, comment dire, c'est pas... Et les petites entreprises pensaient qu'elles devaient tout faire. Or, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que derrière, c'était aussi... Parce que les amendes qui s'appliquent au niveau du GRG, ce n'est pas de la rigolade. C'est si on vous tombe dessus, vous fermez la boîte immédiatement. Et je vous garantis que les chefs d'entreprise que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de tout niveau, qui géraient un certain nombre, toutes les entreprises sont concernées d'une certaine façon par les données. Ça peut être des données alors plus ou moins sensibles, bien sûr, si on va dans le domaine de la santé, mais enfin, il y a une hiérarchisation des choses. Donc, et l'idée, c'était qu'en fait, au niveau du RGPD, là où il fallait rassurer les PME et les TPE et les auto-entrepreneurs, c'était qu'il fallait montrer qu'une démarche était engagée pour veiller au respect des données utilisateurs, mais qu'ils n'allaient pas se prendre les amendes complètement colossales qu'on leur proposait. Ensuite, le meilleur des mondes n'est pas impensable. Là, je vais faire mon utopiste parce que ce serait pour conclure un peu sur quelque chose de positif. Lutter contre le data fantasme. OK, c'est le traitement des données, le traitement des data. Il n'y a pas que du mauvais. Je prends l'exemple de Orange. Orange a croisé en fait avec des centres météorologiques de façon à pouvoir prévenir les problématiques climatologiques au niveau des box, de pouvoir alerter les usagers pour, en risque d'orage, pouvoir débrancher leur box de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Je veux dire, on peut trouver des usages qui sont positifs, qui sont pas, c'est pas du côté. Là, c'est préventif. Ça me semble une approche assez intéressante. Transparence et pédagogie au niveau des données. Veiller aux dérives. Fitbit. Qui a un bracelet Fitbit? Personne. Alors, au niveau, est-ce qu'il y a des Américains dans la salle? Bon, ils auraient été d'accord avec moi de toute façon. Il y a une université américaine qui a une super idée pour les premières années. La super idée, c'est d'obliger les étudiants et les étudiantes à mettre un bracelet Fitbit, de façon à pouvoir voir s'ils faisaient bien des efforts durant l'année d'un point de vue physique. Obligation, hein, j'entends. Et derrière, ça donnait une note également quand même. Et là, vous vous dites, non, là, il faut arrêter le délire, là, faut arrêter tout de suite. Donc voilà, veiller aux dérives. Think écologique et data friendly, comme je vous parlais, c'était de Green Mountain. Le potentiel créatif et des data scientists. Je prends un exemple simple. Il y a une personne, alors ça peut paraître dérisoire comme exemple, mais lui, il s'est amusé
vous me pardonnerez, j'ai oublié son nom, mais c'est un jeune qui s'est amusé simplement sur une ligne spécifique qu'il empruntait tous les jours au niveau de la SNCF. Il s'est dit, je veux récupérer toutes les données de tous les départs et arrivées de ces trains depuis un certain nombre d'années avec le taux de remplissage. Et il a développé en fait une application permettant, quand vous preniez le train et sa ligne, de savoir quel était l'endroit où vous aviez le plus de possibilités éventuelles ou de pourcentage de chances de trouver une place assise. Voilà, c'est juste une anecdote comme ça. Donc, prise de conscience au niveau de Apple, éthique et algorithme, la réflexion est engagée. Alors, non, là je suis dans le mauvais sens là. Tac. Là, c'est bon. Alors, j'ai rien contre les GAFAM, mais c'est amusant de voir. Je vous laisse découvrir ce qui est écrit et je vous laisse découvrir la différente vision des choses du monde de l'Internet, que peuvent avoir des gens qui, à mon avis, sont d'une éthique indiscutable, à savoir Tim Berners-Lee, et quelqu'un qui est comme Vint Cerf. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit, qu'il travaille pour Google. Il est chief evangelist, je crois, sauf erreur de ma part, et peut-être qu'il est toujours chief evangelist chez Google. Donc, il semblerait que pour lui, la vie privée peut être considérée comme une anomalie. C'est sympa à entendre, mais je n'ai pas envie d'écouter ça. Par contre, derrière, vous avez l'inventeur du World Wide Web. Il demande, comment dire, à chacun. Quand je parle, par exemple, d'activisme, l'activisme ne demande plus, par exemple, quand on va avoir le projet de loi fake news. OK, vous avez des organisations comme la Quadrature du Net qui se battent pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont faire des démarches, qui vont agir, qui vont... par exemple, qui pense à aujourd'hui que consulter un site djihadiste est un délit? Est-ce qu'aller consulter un site... Est-ce que ça l'a été? Ça a été un délit. Par contre, vous avez des questions prioritaires de constitutionnalité menées par la Quadrature du Net qui ont fait que ce délit a été stoppé. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller sur des sites, comment dire, moi si je veux connaître mon ennemi, je vais commencer par peut-être regarder comment dire ce qu'il fait. Donc voilà quelque chose d'important. Hop, je suis vraiment pas doué avec ça en fait. Ouais, voilà. Merci en fait de votre attention à mes élucubrations. J'ai presque tenu le timing. Il reste 3 minutes 41 pour me poser une question sympa à laquelle j'aurai une réponse. Si vous me posez une question pas sympa à laquelle j'ai pas de réponse, la conférence est finie. Vous pouvez la redire celle-là Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, rien, non. Hein? J'avais dit ovni, mais je ne savais pas à quel point quand même. Comment? Non, rien. Est-ce qu'il y a des questions? Attention, parce que ça va répondre du coup. Bonjour, merci pour les informations que vous avez partagées. Si je suis un petit peu provocateur, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de paranoïa autour de la donnée? Alors évidemment, vous avez parlé de data fantasme et de choses comme ça, mais à titre individuel, quel est le risque finalement qu'on partage notre date de naissance, une photo de mariage ou peu importe, si demain on a des publicités qui sont plus ciblées, j'aime le ski, je vois des pubs pour le ski par exemple, des choses comme ça. Il y a du bien aussi là-dedans. Voilà, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça. Je comprends qu'à l'échelle d'une société, ça peut être problématique, mais quel est le risque à titre individuel? Le risque à titre individuel, ma réponse va être la suivante. D'une part, l'argumentation, avec quelqu'un comme vous, on peut discuter. Sinon, aujourd'hui, on est dans une technofascination telle que tout contre-discours, comment dire, est absolument interdit. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on vous disait moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher, Edward Snowden a une réponse à ça. C'est comme si quelqu'un qui n'avait rien à dire disait « la liberté d'expression, je m'en fous ». Là où je vous rejoins, c'est que par contre, l'individu doit avoir le choix. C'est que cet algorithme qu'on va faire sauter, parce qu'on va le faire sauter cet algorithme, non mais imaginez que vous avez quelqu'un aujourd'hui qui détermine le curseur du bien et du mal. Là, je ne parle pas de pub, mais qui va dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». C'est quoi donc? Aller sur un site qui est anti ou contre le gouvernement, c'est mal. Publier sur Contrepoint, c'est mal. Publier sur des supports alternatifs comme Widen, c'est mal. Je ne sais pas. Quand je tiens un contre-discours, si je suis ostracisé, ça c'est une problématique. Donc je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de problème dès lors que l'individu, ce n'est pas quelque chose qui est fait à son insu. C'est-à-dire qu'il a le choix. C'est-à-dire qu'il est conscient
Donc, par exemple, le Do Not Track de l'Electronic Frontier Foundation me semblait tout à fait judicieux comme type de chose. Ensuite, que l'individu ait le choix de choisir d'être exposé ou pas, parce que c'est facilitateur, moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais simplement que ce soit transparent. Cet algorithme aujourd'hui, il est non transparent, on ne sait pas sur quelle base. En plus, et moi ça m'a mis en colère, il met en danger, mais quand on met en place ce truc, on le met en place à un moment où les gens sont dans un état de sidération. En état de sidération, notre cerveau ne fonctionne plus. On vous vend n'importe quoi et vous prenez. Et si on vous dit qu'on met un algorithme qui va surveiller les comportements qui sont dangereux, ça ne pose pas de problème, tout le monde signe comme un seul homme. Ça s'appelle de l'obscurantisme technologique. C'est-à-dire que les gens, c'est comme le projet de loi fake news, les gens ne savent pas de quoi on parle. Et aujourd'hui, en termes d'infox, le secrétaire d'État au numérique, il fait de l'infox. Quand il dit que ça ne concerne par exemple que les périodes qui sont électorales, je vous garantis que l'affaire Benalla, elle ne serait jamais sortie. Quand on me dit que les gens ils sont égaux devant les perquisitions, non, je suis désolé, ce n'est pas une réalité. Parce que entre l'affaire Benalla et l'affaire Mélenchon, je ne prends pas parti. Je dis simplement, non, ils ne sont pas égaux. Donc ce que dit M. Emmanuel Macron, là encore, c'est une infox. Comme je vous dis, il va y avoir de la place. Mais je digresse, je m'emballe. Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est une question de choix. C'est-à-dire que derrière, que l'individu ait le choix et que les choses se fassent en transparence. Parce que ça peut être quelque chose de très assistant, par rapport à simplement à un univers dans lequel on veut évoluer. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'Internet, qui devait être une porte-fenêtre ouverte sur le monde, devient finalement pire que même pas une fenêtre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à force d'algorithmes, Internet, on restreint notre espace et notre champ de découverte. On ne s'expose plus à des choses qui sont de l'ordre de contre-discours par rapport à ce qu'on pense. C'est un peu comme j'achète le Figaro, donc je vais continuer à acheter le Figaro. Mais il ne viendrait pas à l'esprit d'acheter Libération, et vice-versa. Donc derrière, le danger un petit peu de cet algorithme qui nous conditionnerait dans un univers spécifique, c'est de ne pas nous élargir l'esprit, de nous ouvrir à d'autres champs. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y en a une. Une gentille, hein. La pression. Bonjour, merci pour cet exposé. Juste une petite chose au niveau de la loi sur l'algorithme qu'ils ont fait. Oui. De toute façon, s'il n'était pas financé, c'est parce que c'est un algorithme qui date déjà d'il y a longtemps, que les services utilisaient depuis un moment, donc il n'y a pas besoin de le financer, il tournait déjà, c'était juste pour le rendre un peu plus légal, entre guillemets. La deuxième chose, c'est par rapport aux balises. Vous avez parlé du RGPD et tout ça, et en fait, on s'aperçoit que le seul bénéficiaire du RGPD au niveau des balises de suivi, c'est Google. Parce que c'est la seule balise qui reste. C'est-à-dire que on s'en aperçoit, beaucoup de sites vont éliminer les balises, vont mettre la demande, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, mais la plupart des sites ne peuvent pas se passer de la balise de Google. Donc finalement, non seulement ce RGPD est mauvais pour l'Europe, mais en plus, au final, les seules données qui partent, ce sont celles des utilisateurs vers Google. Et comme on le voyait dans une autre conférence, il suffit que Google modifie très légèrement son JavaScript que personne ne connaît, puisqu'en fait, on met une balise qui appelle un JavaScript dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, parce qu'ils peuvent très bien le modifier pendant 1 heure, et puis personne ne le verra. Eh bien, toutes ces données partent aux États-Unis. Donc au final, vous avez parlé du RGPD, mais les effets négatifs sont largement supérieurs, je pense, aux effets positifs sur un grand nombre de points. Je pense que le RGPD, sur la partie dire quand une entreprise s'est fait pirater et tout ça, c'est bien, mais qu'il y avait des choses où finalement les effets secondaires sont toujours supérieurs. Et on le dit toujours, hein, le naturel revenant toujours au galop. Il y a un moment donné où essayer de faire du contraint est toujours pire que de laisser les choses se faire. Donc, moi, je n'ai pas spécialement de questions. Si vous voulez réagir à ce que je viens de dire, je vous laisse le faire. Ah ouais, là, ça va être mortel, là. Donc, deuxième question et réponse. Deuxième partie, complètement d'accord. Pour moi, ça renforce le pouvoir des GAFAM. Bien loin, ça a emmerdé, comme je vous ai dit, beaucoup les petites entreprises qui étaient vraiment en panique par rapport à l'organisation, par rapport à ce que... Donc, vous avez fait une juste synthèse de la situation. Juste sur l'algorithme, peut-être là où on a un petit différence. Non, la petite différence, c'est juste que, ok, il était peut-être fait, mais toute loi, elle doit être budgétée et on doit dire ça va
va coûter combien? Combien on va mettre de personnes? Quelles sont les personnes, etc., qui vont? Et aujourd'hui, il me semble que ce savoir surveillé par un algorithme dont on ignore tout, sachant, et je reviens à l'histoire de l'INRIA, vous cherchez INRIA et algorithme de la loi renseignement. Bon, qu'on n'écoute pas les chercheurs de l'INRIA et les chercheuses de l'INRIA qui ne sont quand même pas des comiques et qui montrent qu'on va en fait noyer le renseignement dans des informations qui sont sans aucun sens et qui ne protégeront personne, ça s'appelle un mensonge d'État. Et de dire que ça va servir à protéger, non, ça noie le renseignement. Le seul renseignement qui fonctionne, c'est quand on va sur le terrain. Point. Et c'est pour ça que Jean-Marie Delarue, je le salue une nouvelle fois, la loi renseignement, il a dit non, moi je ne prends pas. Parce que je ne vais pas me salir, avec quelque chose qui ressemble à la Stasi. Et en fait, et le pire du pire, puisque les boîtes noires ont soi-disant été mises en place vers 2017-2018, elles ont commencé à être mises en place. Le pire, c'est que ça existe ou que ça n'existe pas, ça va altérer le comportement des utilisateurs. Parce qu'ils vont se sentir surveillés. Et qu'à aujourd'hui, d'ailleurs, quand on prend la notion de vie privée, c'est depuis un certain nombre de scandales que et la génération qui arrive prend conscience de l'importance de la vie privée. Auparavant, mais vous pouviez dire attention, etc., machin, tout le monde s'en moquait, c'était pas. Et puis derrière, il y a une autre chose. C'est que derrière, le devoir de casser l'obscurantisme technologique et de dire à quoi les gens s'exposent, notamment hashtag je suis Charlie, le projet de loi fake news. Non mais on est où là? Ils sont où les hashtags je suis Charlie pour la liberté d'expression? Ça me pose un problème. Mais le problème, c'est que les gens, dans leur quotidien, il y a combien de privilégiés qui ont le temps, comme nous, de faire des conférences, d'assister à des conférences, etc. Dans le quotidien, les gens, c'est pas, les gens que nous sommes. Quand je dis les gens, il y a une majorité de personnes qui n'est pas concernée par ça, parce que c'est trop loin de leur quotidien. Le quotidien, c'est vivre, c'est réussir à trouver un travail, c'est réussir à. Vous me direz, il suffit de traverser la rue, donc. J'ai essayé d'être ministre de l'Intérieur, ça a raté. Il y a une dernière question, Yannick. C'est la dernière. Bon, elle va être mauvaise, celle-là. Non, elle va être méchante. Forcément. Merci beaucoup, Yannick, pour ta présentation. Du coup, je me pose la question en tant que professionnel du marketing, parce que si je suis bien ce que tu es en train de dire, et je suis bien les conférences d'hier, d'Aral, puis après d'Alibaba, il y a un vrai choc culturel entre les deux, entre des gens qui nous disent que l'avenir appartient à ceux qui collectent plus les données. Puis hier soir, on nous a vendu, je ne sais pas combien de milliers de transactions de données à la minute. L'avenir en disant appartient à ceux qui dorment. On nous ouvrait les portes de l'Asie. Quand on est une entreprise où ça fait depuis, par exemple, 5-10 ans qu'on nous dit qu'on est biberonné à la data et qu'on nous dit même que d'ailleurs, finalement, qu'on vende des voitures ou des cornflakes, on s'en fout. Ce qui compte, en fait, c'est ta base de données clients et c'est là qu'est la vraie valeur. On sent bien poindre un retournement de situation en disant que peut-être que demain, l'avenir appartient aussi à ceux qui sont beaucoup plus respectueux des données de leurs consommateurs. Et là, je me positionne en tant que marketeur, parce que moi, mon but, c'est de faire aussi du business pour mes clients. On va faire comment, du coup ? Je pense que, de toute façon, prenons le RGPD ou pas, je pense que demain, mais là, une fois de plus, je ne détiens pas la vérité, par rapport à une prise de conscience, on va dire assez généralisée, de l'importance de ces données utilisateurs. Ça pourrait être un facteur clé de succès, voire un avantage concurrentiel, toute entreprise qui montrera ou démontrera que derrière, il n'y a pas d'abus des données utilisateurs, que quand je confie mes données à une entreprise, elle les utilise à bon escient et de façon tout à fait respectueuse, comme c'était contractuellement prévu. Je pense que ça peut devenir un facteur clé de succès, un avantage concurrentiel. Donc derrière, ça me gêne que des États qui ne respectent pas parce que quand je parle de la loi renseignement en Angleterre, ils se sont amusés aussi, et dans d'autres pays, c'est amusant d'être avec des gouvernements qui ne respectent pas nos données privées, exiger d'entreprises qu'elles les respectent. Et toutes celles qui montreront, à mon sens, le respect, par-delà même le RGPD, ça, quelque part c'est, je ne vais pas dire anecdotique, mais qui montreront qu'elles respectent les données des utilisateurs, elles jouiront c'est pas le terme affectif est mal choisi, mais enfin ce sera rétablir le trust.
Voilà, c'est un contrat de confiance, et ce contrat de confiance est respecté. Et regardez-nous en tant qu'utilisateurs. Dès qu'on voit qu'on a donné des utilisateurs des données utilisateurs à telle ou telle entreprise, et que d'un seul coup, on commence à recevoir des trucs de tous les côtés 15 fois par jour, non mais dans les 30 secondes, on se dit, c'est mort, quoi, on n'en veut plus. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, en partie. Est-ce que j'ai super bien répondu à ta question ? Ouais. N'en fais pas trop. Eh ben merci Yannick, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venu.